Coucou et bienvenue dans Pause Clé, le podcast consacré à l'animation, films, séries, courts-métrages, etc. Je suis Antoine et je suis accompagné aujourd'hui de Léna. Coucou. Et de Sarah. Bonjour, bonjour. Pas d'Alexandra. Bientôt, elle revient bientôt. Mais bientôt. Pour un épisode spécial réalisatrice, parce que si vous pensiez qu'il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices dans les longs métrages live action, c'est encore pire en animation. C'est la dèche. On a un peu galéré pour cet épisode, mais du coup c'était bien, ça montre que ça vaut la peine de chercher. Oui, puis on a appris plein de choses, je pense. Ouais, et puis c'est bien d'en présenter. C'est bien, un épisode on va vous faire découvrir tout ça. Et comme c'est un épisode réalisatrice, on va commencer par le seul mec de l'émission. Direct, on va se faire taper dessus. Non, on fait par ordre un peu chronologique en fait. Désolé. Hein. Allez, vas-y. Moi, t'écoutons. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter Les Aventures du Prince Ahmed, qui est un film de Lotte Reiniger, qui est sorti en 1926, qui est en fait une histoire. C'est une pionnière de l'animation, qui est une histoire en 5 actes en fait, qui est inspirée des Mille et une nuits, et c'est un méchant mage africain qui crée un cheval volant pour emmener Ahmed, qui est le jeune fils du calife, au pays de Wak Wak. Est-ce que je dois être choquée après rentrer en carabe ou est-ce que ça va aller? Ah non, je pense pas. Et c'est vraiment très joli et c'est bien. Enfin, après, il faut se remettre. Elle l'a écrit en 25. Oui, c'est pour ça que je me doute un peu. Je me dis, est-ce qu'il y a des moments un peu cringe? Est-ce que ça va être un peu raciste? Non. Pas du tout, parce que du coup, c'est là. Alors on parle féminisme, mais alors les bougnous là. C'est raciste. On n'a pas le couscous, on a dit. Oh putain, quel enfer. Faut goûter celui de ma mère avant de dire ça. Oh, j'adore. Comment c'est qu'on la rencontre? Je peux continuer Non, on parle cuisine. Allez, on change. La recette. Alors Ahmed, du coup, il rencontre Pari Banou, et tous deux, ils tombent amoureux. Mais ils se retrouvent face à des esprits malfaisants et sa bien-aimée se fait kidnapper, logiquement. Et on va rencontrer des personnages comme la sorcière qui va l'aider. On va se retrouver en Chine. Il y a aussi l'acte 4 où on va se concentrer plus sur Aladdin et le génie de la lampe. Pourquoi je vous parle de Lotte Reiniger et des aventures du Prince Ahmed? Alors, Lotte Reiniger, en fait, c'est le nom qui a été donné à ma promo lors de ma dernière année d'études. Et c'est comme ça qu'en fait, je l'ai connue. Sinon, je n'avais jamais entendu parler, alors que c'est vraiment une pionnière de l'animation. Et donc, même en histoire, parce que tu as des cours d'histoire de l'art, non d'histoire de l'art et de d'histoire culture du ciné, cinéma, ouais. et jamais pareil, entendu parler. Pareil. Et, c'est quand même fou, parce que si on donne le nom de la promo, on et alors, t'explique même pas. j'ai pris Les Aventures du Prince Ahmed, parce qu'en fait, c'est son seul et premier long métrage, et il est considéré comme le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Ah oui, quand même. Et tu vois, et surtout, si vous êtes curieux, il est disponible dans les médiathèques et bibliothèques autour de chez vous. Et le coffret, la pub. le coffret est très joli. Ouais, très très beau. Et en fait, ce qui est particulier avec ce film, c'est que c'est entre le théâtre d'ombre et le papier découpé, en fait. Donc il y a le corps des personnages qui est divisé en plusieurs parties. Donc tu as la tête, le buste, les cuisses, mollets, avant-bras, bras. Et en fait, chacune de ces parties est reliée par des pivots qui sont aplatis et tordus. Et comme ça, on peut les déplacer. Comme des clous quand on faisait quand on était petit pour faire les pantins. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est un peu ça. On peut déplacer comme ça les éléments. Tout est placé sur une table de verre, en fait, avec un papier calque dessus et une lumière qui passe sous la table pour que tout soit à contre-jour. Il y a une caméra qui est fixe au-dessus de la table. Et du coup, ça donne un aspect super joli. Si vous avez vu, par exemple, Le Prince et Princesse de Michel C'est ce Oslo. que j'allais te dire. En Ça- plus, j'ai pensé à ça. Je c'est t'ai assez- dit, Michel lui, Oslo il s'est s'en est hyper inspiré. voilà. Ouais, ça ressemble vraiment. Mais sauf que. Version plus orientale et plus vieille aussi, parce que. En fait, ce qu'il y a, c'est que, voilà, vu que c'est 1926, c'est muet. Ouais. Il y a des panneaux de texte, mais très vite, on oublie, en fait, et on est assez plongé dedans. Et il y a des... Du coup, comment elle faisait, il y a des... Vu qu'ils sont en silhouette, ils sont vus de profil, des personnages. Oui. Comment elle fait pour qu'un personnage se retourne sans que ce soit trop brusque, par exemple. Là, à ce moment-là, elle commence par pivoter par exemple, un élément après l'autre, en fait. D'accord. Et en général, elle va toujours faire une animation à côté pour que l'œil se concentre plus sur l'animation à côté plutôt que sur le retournement du personnage. Soit pas flagrant. C'est Voilà. hyper malin, quoi. C'est hyper malin et tout est calculé. En fait, elle note tout sur un carnet, tout est mesuré avec une règle. La musique, elle est enregistrée, elle note chaque note pour pouvoir animer dessus. Et du coup, la musique doit avoir une part super importante vu qu'il n'y a pas de voix. Ouais, en effet, en effet. En effet. C'est une musique orchestrale en fait, je vous en parlerai juste après.
Et en fait, par exemple, pour les scènes de danse, il y a aussi un personnage qui joue de la flûte, donc c'est quand même assez technique. Et il y a aussi de la profondeur qui est créée en fait avec les feuilles de calque. Plus elle met des feuilles de calque, voilà. La réalisatrice, du coup, elle est née à Berlin en 1899. Elle est passionnée du coup par les silhouettes découpées et les effets d'optique. Et adolescente, elle entend une conférence de Paul Wagner, qui est le réalisateur du film Le Golem de 1915. Et il évoque les possibilités incroyables que pourrait apporter le cinéma d'animation. Et en fait, elle suit des cours d'art dramatique, elle va développer son travail de silhouette. Elle va travailler avec Wagner du coup sur son film Le joueur de flûte d'Hamelin. D'accord. Et ce dernier, il va lui faire rencontrer Bertold Bartosch, qui est très difficile, mais c'est un animateur autrichien qui va travailler sur le film, et Karl Koch, qui est son futur mari et qui est collaborateur sur tous ses films. Et elle réalise son premier film en silhouette, Das Ornament des Verbiten Erzens. Désolé, j'ai jamais fait fait allemand, toi. Ça sent. C'est très compliqué. Hein. Et Gustasto. L'accueil du public est enthousiaste et ça la pousse à poursuivre dans cette voie. Elle réalise Les Aventures du Prince Ahmed pendant 3 ans et il sort en 1926 du coup et reçoit un très bon retour. Et elle continuera du coup à réaliser des films d'animation avec son mari. 26 films hein, quand même en tout avant la guerre. Ah ouais. Et ils créent leur société de production à Londres qui s'appelle Primrose Film. Et elle abandonne la silhouette pour des matériaux plus colorés pour des productions jusqu'en 1963. Elle va finir sa vie par des séminaires où elle expliquera son travail à des jeunes animateurs du monde entier. Et elle meurt en Allemagne en 1981 après une vie bien remplie. Bah ouais, c'est voilà. Bien. Très joli et c'est très beau, vraiment. Moi je l'ai vu parce qu'Antoine le regardait et moi je révisais mon mémoire à ce moment-là. Mais c'est très joli, très 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 joli. Non, c'est très chouette. En fait, il y a des très beaux plans. En fait, je trouve que certains plans c'est vraiment des tableaux. Et combien de temps ça dure déjà ? Ça dure 1 heure, un truc comme ça. Mais c'est surtout dans le coffret, il y a les bonus où on la voit, elle, découpée. Un peu moins d'1 heure. Et pour, du coup, vraiment faire les découpages de ses personnages. Et vraiment, elle y va, la feuille, elle est noire, il n'y a rien dessiné dessus. Hop, elle fait le nez, la bouche, le menton, elle connaît tout. C'est hyper rapide, d'une précision. C'est chouette, c'est vraiment chouette. C'est cool. En fait, c'est des silhouettes qui vont être sur fond uni ou alors suggérées. Il n'y a pas trop de décors abondants ou quoi. Et c'est souvent sur une couleur, donc il va y avoir des scènes qui vont être sur une ambiance rouge, d'autres vertes, d'autres bleues, etc. pour aller avec l'action ou l'ambiance. Il y a une finesse dans les détails, effectivement c'est impressionnant, genre je me dis qu'il y a dû avoir de la casse, tu vois, genre, en animant c'est pas possible. Il y a un oiseau qui est incroyable et il y a même une robe d'un personnage, vraiment c'est fou quoi. C'est presque de la dentelle en fait. C'était tout fait à la main parce que Prince et Princesse c'est découpé à la main ou c'est peut-être numérisé à l'ordi Oui, ça se voit en plus. Oui. Ah ok. Ouais, ça se voit quand même que c'est fait en 2D. Et autant... Je suis si naïve. Sauf que Oslo, t'aurais dû rester à la 2D. Hein, Petit message. Non, mais les films après sont super, mais bon, la 3D... Ouais, moi aussi j'ai du mal avec la 3D d'Oslo. Ça sera peut-être un autre épisode. Hein. Je pense qu'il en a rien à foutre de notre commentaire. Mais bon, on le dit. Hein. En plus, j'adore ce qu'il fait. Mais bon. Autant, alors pour revenir au film du coup, autant l'animation elle peut pas être très fluide à certains passages, autant d'autres c'est assez impressionnant. Il y a des scènes qui sont, il y a des effets qui sont hyper bien trouvés, genre le reflet dans l'eau, c'est incroyable, genre c'est hyper malin en fait. C'est des petits papiers découpés qui bougent un petit peu dans la forme de la silhouette à peu près. Enfin, c'est très très bien fait. Il y a des scènes aussi qui sont impressionnantes. Il y a le prince qui se fait embrasser par 5 autres femmes, puis après il y a une baston générale. Voilà, et en fait ça part dans tous les sens. Il y a aussi une bataille entre le mage et la sorcière. Et ouais, c'est assez grandiloquent quoi. Et en plus avec la musique de Wolfgang Zeller, qui est un compositeur chef d'orchestre allemand, donc c'est très orchestral. Et ça suit hyper bien l'action. C'est assez dingue. Et elle était jouée en fait en direct à l'époque. Et du coup, avec la reconversion, etc., en DVD, là, elle est enregistrée depuis 2003 en version sonore, je crois. D'accord. Il y a des personnages qui sont assez caricaturaux. Je pense aux personnages plus méchants ou qui ont l'air méchants, en tout cas le mage, la sorcière, l'empereur de Chine. Et d'autres qui sont très réalistes, genre plus les héros et héroïnes plus sages, on va dire, genre Aladdin, le prince, Paribanu. Ça va bien ensemble, tu vois. D'accord. En fait, tu imagines ce qu'il y a derrière cette silhouette, en fait, et ça fonctionne assez bien. Il y a des effets aussi, tout n'est pas en papier découpé. Il y a des effets, par exemple, je pense à l'apparition du génie de la lampe, c'est très bien trouvé aussi, c'est un espèce d'effet de fumée, gommage, etc. Enfin, vraiment...
vraiment chouette. Et puis, ben voilà, en fait, c'était vraiment pour vous faire découvrir Lotte Reiniger. C'est intéressant d'entendre parler de la pionnière, comme tu dis, de savoir qu'à cette époque, ce qu'on pouvait faire. Enfin, je pense que c'est à regarder comme un classique presque. À présenter en cours même. Enfin, on en a tous pas entendu parler alors qu'on a tous fait des études d'art et on a tous fait des cours de cinéma. J'ai pas compris parce que c'est vrai que on est amené quand même à mater des trucs assez chiants des fois en animation, hein, quand même dans les classiques, etc., incontournables. Et je comprends pas parce que effectivement, tu vois, on voit à quoi ressemble Fantasmagorie d'Emile Cole ou vraiment les premières animations, etc. Et pourtant, ça, c'est le premier long métrage, tu vois. Et c'est dingue qu'on n'entende pas parler. Et puis qui est beau. Et qui est super chouette, hein, vraiment. Voilà pour ma part. On peut passer à toi, Léna. Et oui, alors moi, j'ai choisi parce que, pareil, donc, on s'est un peu mis une colle pour trouver des réalisatrices. Finalement, ça nous est pas venu immédiatement en tête. Soit c'était des films, je crois, qu'on avait déjà fait, ou qui étaient en lien avec des choses qu'on avait déjà parlé. Oui, parce que forcément, on pense à La Reine des Neiges. Oui, et même Coraline aussi, je crois, elle est faite avec quelqu'un. Et vu qu'on a déjà parlé plusieurs fois de stop motion, j'avais écarté mon amour de la stop motion pour cet épisode. Et du coup, je me suis axée sur Signe Baumann, qui en fait réalise des courts-métrages et elle est toujours en vie, donc je trouvais ça bien de présenter une réalisatrice actuelle qui réalise toujours en cours. Ouais. Elle a 56 ans, elle vit à New York, mais elle est lettonienne, de Lettonie pour les plus bolos d'entre nous. Pourquoi tu me regardes? Ah oui, parce que t'es en face. Mais voilà. Et donc voilà, donc en fait elle a fait des études de philosophie à Moscou, donc rien à voir à la base, et en fait elle s'est mise à être réalisatrice et scénariste d'animation en 91 avec son premier court-métrage qui s'appelle, avec mon accent anglais, Witch and the Co. Et depuis, elle a réalisé 15 courts-métrages. Alors bon, c'est pas autant que Lotte Reiniger. Voilà, je te laisse le prononcer. Et son dernier est sorti en 2019 et il traite de la dépression, je crois. D'accord. Et là, il y en a encore un en cours de réalisation en ce moment qui sortira. Donc moi, je vais vous parler de Birth, qui est sorti en... Naissance. Qui est sorti... C'est pas un nom de parfum. Qui est sorti en 2009 et qui fait 12 minutes. Et il est disponible assez facilement, si vous voulez le regarder. Donc c'est plutôt chouette. Pour l'instant, il est sur Arte, c'est ça ouais, et même sur Internet avec une page Télérama, je crois. Ok. Vraiment facile d'accès. Il a été nominé à pas mal de festivals, notamment pour le Cristal du Festival d'Annecy. Bon, il a rien remporté, mais il a le mérite d'avoir été nominé. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle travaille donc exclusivement en 2D. Et c'est toujours des sujets très très forts. C'est sur le sexe, les traumatismes, la dépression. Et c'est traité de manière très surréaliste. Alors là, c'est mes études d'histoire de l'art où ça a fait que ça m'a un peu plu. C'est toujours un peu perché, c'est traité avec humour, avec ironie. Et vraiment, souvent, c'est dans la tête des personnages. Elle illustre ce que tu ressens ou ce que tu penses. Donc voilà, là, pour le coup, on suit Amina, qui a 17 ans et qui découvre qu'elle est enceinte. Et en fait... quand elle va chez la sage-femme, on lui apprend que le bébé ressort par là où il est rentré. Et elle n'avait pas du tout compris ça, puisque sa mère lui a toujours dit que les bébés naissaient dans les roses et dans les choux. Et en fait, sa mère ne veut pas lui parler de la naissance, parce que voilà. Et du coup, elle va aller voir ses tantes. Oui, voilà. Et c'est comment... Bon, il lui arrive rien d'affreux, mais... Et en fait, elle va se retrouver à aller demander à ses tantes, mais comment les bébés y naissent. Et en fait, toutes ses tantes ont eu... des mauvaises expériences avec des hommes où leur corps a changé et du coup elles n'ont pas apprécié le changement de leur corps suite à la grossesse. Et du coup c'est que des récits, genre la tante qui a changé son corps, après vraiment l'image c'est... elle met comme une sorte de jogging de peau molle et genre c'est vraiment... C'est assez drôle. Ouais, c'est plein de métaphores et vraiment c'est drôle. Il y a une esthétique vraiment naïf dans le dessin, alors ça peut vraiment pas plaire. Mais je pense que pour traiter ce genre de sujet, ça rend le truc ludique en fait. Ouais. Ça fait que tu peux l'aborder sans te dire ouh là là, non, ça va être lourd et chiant, genre la naissance, non. Non, c'est plutôt pas mal. Genre, du coup, elle voit l'enfant qui grandit en elle. Et en fait, après, elle le voit comme un monstre qui la mange de l'intérieur. Il a des dents, il a des griffes et tout. Parce que... Et du coup, il y a des petites flèches qui font tweet, tweet, tweet. C'est parce que le bébé, il est énorme et le vagin est tout petit. Oh, okay.
Et c'est plutôt chouette sur le lien de la mère avec le cordon, la métamorphose du corps, puis cette peur qu'on a toutes de mettre un enfant au monde et en se disant comment il va sortir. Parce que me faites pas croire que vous y avez jamais pensé. Ah, mais tu sais que Alien, ça vient de ça, hein. Ah ouais Oui, Alien, parce que le gars, c'est Ridley Scott, sa femme, je crois, avait accouché ou quoi, et en fait, ça l'a traumatisé. Et en fait, c'est d'où est venue l'idée de l'alien qui sort du ventre, là, comme ça. Et c'est là que tu vois la différence, tu vois, entre un homme et une femme qui racontent ce genre d'histoire. C'est clair. Ouais, putain, mais trop drôle. Ben là, c'est, du coup, voilà, elle le voit, elle, comme... elle voit l'accouchement comme un éléphant qui passe par une petite porte. En fait, tout l'accouchement... on le voit pas, et c'est marqué, elle dit pousser, pousser, et en fait c'est elle qui pousse un énorme éléphant par une toute petite porte. Et c'est trop drôle parce que du coup c'est cette nana qui est enfant, qui a 17 ans, qui est complètement bucolique, un peu naïve, vraiment qui découvre la vie et qui est choquée d'un rien, et qui a toujours écouté sa mère et ses tantes, qui a écouté sa famille, et là le bébé arrive, et en fait elle va écouter que son enfant. Enfin, ça dure que 12 minutes, donc c'est très très rapide, mais voilà, à la fin le bébé est là, genre... en fait il lui enlève toutes ses peurs, il lui enlève toute son angoisse, et en même temps elle va vivre pour lui maintenant. Il lui dit genre oui, la dernière fois t'as dansé comme ça, j'ai pas trop apprécié, tu ne le referas pas, et elle est là, oui mon bébé genre, c'est un peu, tu sens que c'est assez perché. C'est beau, ouais, c'est complètement perché, tu dis c'est mignon parce que oui, du coup l'arrivée d'un enfant enlève toutes tes craintes d'avant. Et en même temps, ça te pointe aussi du doigt de sois pas con, ton enfant, c'est le centre de ta vie, mais il faut pas que tu t'empêches de vivre non plus. C'est maintenant, vous êtes deux, mais pas que lui tout seul. C'est intéressant d'avoir en plus des témoignages comme ça, parce que un homme n'aurait pas pu raconter de la même manière, je pense, le fait de porter un enfant, la découverte. Et je crois que il y a un autre court-métrage du coup qui est sur la dépression postpartum, je pense, ou un autre dépression, pardon. Et en tout cas, c'est souvent, elle traite effectivement, comme tu dis, de choses qu'elle a vécues, elle. C'est super intéressant. C'est loufoque, hein. Allez-y, c'est l'animation, c'est que des personnages qui s'étirent, ça fait... T'es un peu dans la tête de Magritte, quoi. Genre, c'est plutôt cool. Et sinon, la musique, c'est une musique italienne un peu cool, mais surtout, il y a une grosse part d'ASMR. Enfin, moi, je dis ça, mais vraiment de bruitage, que du coup, genre, il y a le cordon ombilical, il tombe, ça fait... Vraiment, genre... Et après, t'as des bruits d'élastique dans le ventre. Le bébé, c'est vraiment comme quand t'as les mains sur le caoutchouc. Ouais, d'accord. Ah oui, t'as failli t'endormir. Non, c'est pas cet ASMR-là, mais le sound design est plutôt bien fait pour un budget de $20,000. Ah ouais, donc c'est tout petit quand on voit dans les autres épisodes. C'est un court-métrage. C'est quand même un court-métrage. 12 minutes. Ouais. Après, voilà, elle en a fait 12 minutes, elle en a fait des plus longs, puisque celui d'avant, Rock in Pocket de 2014, en dure 88 minutes. Donc il y a plus ou moins long. Mais voilà, celui-ci sur la naissance m'a fait rire. Enfin, m'a fait rire. Il fait sourire parce que c'est en même temps un sujet important, comme tu disais, où tu vois l'importance de communiquer. Et l'importance aussi de parler de sexe, parce que cette fille, quand elle raconte comment elle est tombée enceinte avec ce mec, où en fait c'était bucolique, ils étaient bien, tu vois, genre c'est une image de balançoire et tout. Et tu te rends compte qu'elle comprend pas réellement que c'est comme ça non plus. Elle est totalement dans l'innocence. Ouais. Et tout. Après, c'est vrai que c'est intéressant, parce que même jusqu'à aujourd'hui, c'est encore un sujet, faut pas se mentir, qu'il y a encore beaucoup de parents, de profs, tout ça, qui pensent que si on n'en parle pas, il va rien se passer, donc faut pas expliquer comment on fait les bébés, tout ça, machin. Alors c'est l'inverse. Et qu'il faut pas parler de contraceptifs, etc., parce que c'est pousser l'enfant vers le sexe, alors de toute façon ça va arriver, et du coup on se retrouve avec un enfant qui ne sait pas en fait ce qui lui arrive, comment gérer, ce qui va arriver, les risques, tout ça. Donc c'est aussi intéressant de pointer ces problèmes-là. C'est ça, et puis même dans la famille, parce que du coup sa mère ne lui a jamais rien dit, du coup au début elle lui cache. Et après, à un moment, il faut bien qu'elle lui révèle. Et mais genre, elle a le gros ventre, maman, je suis enceinte. Elle doit être au 8e mois, tu vois. Genre, bon, c'est ça. Et sa mère, ah non, pas toi. Et en fait, elle lui parle plus. Elle lui tourne le dos. Et parce que... Et ça aussi, ça. Et du coup, c'est cette non-communication autour des sujets sexuels et de la reproduction. Non, vraiment, c'était très drôle. Je ne connaissais pas, et je serais curieuse de voir les autres films qu'elle a fait. Ça a l'air tout aussi perché. Et
Ouais, surréaliste. Vraiment, c'est le surréalisme. Ok. Voilà. Bon, bah, chouette. Mais c'est marrant parce que moi, ce que j'ai remarqué du coup, en faisant des recherches pour trouver des réalisatrices, c'est bon, déjà, on trouve quand même beaucoup plus de courts-métrages. Ouais, Ah je suis bah, d'accord. c'est Voilà. très Je pense indien, que c'est aussi ouais. pour ça qu'on galère au début, parce qu'on pense tout de suite à des films connus, on cherche des titres qu'on a déjà vus, et à ce moment-là, bah oui, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on va penser à Kung Fu Panda, et encore, pas le 1, le 2, j'ai vu, donc Ouais, c'est pas le c'est cas ça. pour le Ouais, 1, c'est ça. alors moi j'avais vu que le 1 et j'avais pas aimé, donc déjà, donc voilà, j'avais pas vu le 2. La Reine des Neiges dont on avait déjà parlé. Et mais- c'est en co-réalisation en plus. Et ça, voilà, et ça. souvent c'est ça, souvent c'est avec un homme quand même, donc c'est rarement une réalisatrice toute seule. Et on tombe après voilà sur une longue liste en fait de courts-métrages, donc en fait il y en a quand même pas mal. Ouais, court-métrage, il y en a pas mal. Hein. Et en fait, juste en survolant, quand même, on se rend compte que les réalisatrices sont quand même assez torturées. Oui, Moi, ah c'est oui, ça qui m'est revenu le les plus. thèmes sont Voilà, toujours... parce que juste quand tu vois voilà, rien ouais. que le résumé, où tu vois un peu les images, c'est quand même souvent des trucs sur la dépression ou sur des moments de vie assez l'adolescence, l'accouchement, la naissance. difficiles. Oui, c'est ça. ouais. Et les images, et c'est ce qui est un peu dommage, c'est je pense que les images aussi peuvent un peu freiner, parce que souvent l'esthétique est un peu bizarre, les dessins sont Les pas... courts-métrages, il y a beaucoup plus de liberté en fait, Oui. et du coup, et c'est aussi plus indépendant. Donc, Après, Et c'est moins sûr de que... budget, moins Ouais. peut-être de gens Aussi. qui regardent et qui disent bah là tu pourrais. Enfin, Ouais. peut-être moins de directives. Donc je pense que ça peut aussi bloquer pas mal de monde pour qui c'est important. Ça peut refroidir un peu, mais on sent qu'il y a énormément de choses. Et j'ai l'impression que à ce moment-là, tu ouvres une porte vers tellement de diversité et des trucs complètement différents de ce qu'on voit d'habitude à la télé. Donc je pense que c'est super intéressant en fait d'aller chercher... bah ouais. Après, bon, forcément, tu es confronté à des producteurs ou des choses comme ça. Bon, c'est... Oui, bon après on sait... on sait pourquoi là on parle des réalisatrices, hein. On sait qu'il y en a pas, voilà, qu'il y en a pas beaucoup, que c'est compliqué tout ça. c'est Donc, très... Enfin, je pense qu'il faut se battre 4 fois plus pour... ah bah c'est sûr pour que vendre pour ton tout, film, quoi, hein, ouais. c'est... Oui, puis surtout sur le sujet d'une naissance surréaliste avec Mais un c'est monstre. ça. Bah oui, je pense que Ouais. tu veux vendre ça. La Ouais. plupart des personnes qui ont le pognon, ça va être des mecs. Tu leur racontes ça, ils vont se dire mais personne va vouloir. Ça voir n'intéresse personne, tu Ouais, vois. ouais. Alors qu'en fait, si, ça intéresse déjà 50% de la population, c'est des femmes. Donc je pense que ça. Ouais. Et parmi les femmes, tu vas avoir énormément de personnes qui vont passer par ça, ou même si elles ne veulent pas passer par la grossesse, tout ça, bah, ça fait partie de notre corps, nos vies. Donc en fait, on a besoin de savoir. C'est ça. Donc, Il y a besoin de savoir, même si tu ne veux pas. Si C'est tu ça. ne veux pas porter, si tu ne veux pas avoir d'enfant, et c'est un droit complètement légitime, mais tu dois savoir aussi comment faire. Bien sûr, comment- et puis aussi, bien sûr, ça parle aussi aux hommes, parce que les hommes, ils ont besoin aussi de connaître cette partie-là du monde de la naissance, de la grossesse, parce que je suis désolée, ils en font partie. Bah oui, c'est un travail à Cette deux. nana s'est pas retrouvée enceinte toute seule, donc oui, c'est Ouais, c'est clair. super intéressant d'avoir aussi ce genre d'histoire. Oui, parce qu'à un moment, elle est justement chez... avec le médecin qui lui dit ah votre mari doit être trop heureux et du coup elle fait oui mais et en fait le médecin continue à la couper et à un moment elle dit bon qu'est-ce qu'il y a, elle dit mais j'ai pas de mari. Ouais. Et en fait directement si t'es enceinte t'es deux, t'as un mari, il va être content, c'est ton rôle, et en fait non, elle est seule, elle a peur, elle sait pas, elle est innocente et non, c'est pas mal. Non, ça a l'air Voilà, intéressant. puis 12 minutes vous avez rien à perdre, j'ai envie de dire. Oui, oui. Mais Ça le mettez pas au petit déjeuner. C'est un petit conseil quand même. Bon, on va pouvoir passer à Sarah. Qu'est-ce que tu nous as pris là? C'était la surprise. Alors, oui, elle nous a pas dit. moi, je vais vous parler de Silent Voice. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Non, personne connaît. Alors, deux noms, mais alors, vraiment, j'ai rien vu. C'est un manga. Alors, c'est un manga à la base, donc il s'appelle A Silent Voice. Il y a vraiment un petit, voilà. Ouais, ils ont révolutionné Voilà, c'est A Silent Voice. Et encore, ça, c'est le titre français, parce qu'en fait, à l'international, c'est sorti comme The Shape of Voice, qui, il me semble, est une meilleure traduction en fait, du titre en japonais. Et donc, ça a été réalisé par Naoko Yamada. Naoko Yamada qui a à peine 36 ans. Moi, c'est surtout là où j'ai Wow. fait... Putain. La meuf a 36 ans et c'est pas son premier. Parce que, bon, moi je vous parle de celui-là, mais avant lui, elle en a déjà fait quelques-uns. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, pour faire un peu la petite fiche technique du film, donc réalisé par elle, le scénario c'est Reiko Yoshida, qui est aussi une femme, donc, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres scénaristes bien sûr, donc, qui a été fait d'après le manga de Yoshitoki Oima. Le character design c'est Futoshi Nishiya. Alors, petite parenthèse sur Futoshi Nishiya, il est mort récemment, il est mort en 2019 durant un incendie. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait eu un incendie criminel au studio où a été réalisé ce film. Ah ouais. Donc
On n'en a pas entendu parler. Si, je crois que si. C'est bien ce truc. Donc oui, donc voilà, petite parenthèse, petite anecdote. En fait, c'est donc en juillet 2019 qu'il y a eu l'incendie au Kyoto Animation Studio. Il y a eu quand même 36 morts. Alors ça m'a étonnée quand même parce que apparemment c'était la pire tuerie de masse au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oh putain. L'incendie a été causé par un homme du nom de Shinji Aoba qui a accusé le studio en fait d'avoir plagié son roman. Et du coup on brûle. Et oui, il a Et même radical comme idée. il a même brûlé mais directement des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui fuyaient et il leur a lancé de l'essence à la figure et les gens se retrouvaient à sortir en flammes du studio, enfin l'horreur. Bienvenue dans Postclé. Waouh. Mais voilà, j'ai trouvé comme le truc tellement incroyable, j'avais besoin de partager. Mais attends, mais Disney ils ont pas flambé parce qu'avec tous les trucs de plagiat qu'il y a eu. Non, parle-nous du film là, vraiment on va pleurer. Le film Silent Voice est sorti au Japon en septembre 2016, mais il est arrivé en France qu'en août 2018. C'est-à-dire que bon, avant ça, il est passé au Festival d'Annecy, il est passé ailleurs. Tu sais, ils sont passés la bobine, ils sont allés à pied. Vraiment, ils ont fait Pékin Express pour le ramener, enfin je sais pas. Pour vous parler un peu d'abord de Naoko Yamada, donc son tout premier boulot, ça a été sur la série, le manga Inuyasha. Je sais pas si vous connaissez, c'est un manga qui est très connu, donc sur lequel elle faisait les intervalles. Okay. Avant d'être promue pour faire les pauses clés sur R. Bon, je connais pas R, mais voilà. C'était son premier gros boulot. Ensuite, juste, pardon, pour définir les intervalles, c'est vraiment de faire toutes les petites pauses, les dessins qui manquent entre les autres dessins qu'a fait un animateur déjà. Surtout si c'est fait de manière traditionnelle, il y a énormément de travail et tu dois en faire énormément. C'est pour que l'animation soit le plus fluide possible, la personne dessine ça. Et les pauses clés, du coup, comme le titre du podcast, c'est les pauses principales pour l'animation. Donc il peut y avoir par exemple, j'en sais rien, 3 pauses principales. Et ensuite, l'animateur va animer entre ces pauses-là pour créer une par animation. scène, ouais. Voilà. Et donc, elle a réalisé sa première série. Alors, je suis pas sûre de la prononciation, mais il me semble que c'est K-On! Donc, apparemment, qui est une grosse série japonaise aussi. Elle l'a faite en 2009 et ça a été un gros succès. Du coup, ils ont fait une saison 2 et un film après ça. Bon succès. Et oui, voilà. Et en 2013, elle a fait Tamako Market, qui est une série, qui, pareil, ensuite a été fait en film en 2014. Donc la nana, quand même, part de succès en succès. Elle a même obtenu le New Face Award au Japan Media Arts Festival pour cette série. En fait, la nana, c'est quand même, je crois, à chaque fois, elle a fait une série, un film, des récompenses à chaque fois. Enfin, voilà. Okay. Là, c'est chemin elle est bien partie. Je pense qu'elle va continuer encore à nous sortir plein de films. Et donc, en 2016, elle a fait Silent Voice. Donc le film a été classé au 2e au box-office japonais derrière Your Name, dont on parle beaucoup. Ah ouais. Donc voilà, nana quand même assez incroyable. C'est ça surtout qui m'a étonnée, si jeune, avec déjà autant de succès. Pour le coup, je n'ai vu que Silent Voice et que j'ai beaucoup aimé. Donc pour vous résumer un peu, c'est un film qui parle du harcèlement scolaire. Okay. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'est pas un sujet qu'on voit souvent. Je pense que c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde. Tu le vois en général dans une scène d'intro dans tous les mangas. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est la scène d'intro de beaucoup de films et c'est jamais développé. Là, c'est vraiment le sujet. Le personnage principal qui s'appelle Ishida Shoya, donc lui, c'est un garçon. En fait, si tu veux, au début, l'histoire commence où on te fait comprendre que le gars va se suicider, qu'il va tenter de se suicider. Okay. Et en fait, on revient plusieurs années en arrière et on nous raconte son adolescence. Ça raconte surtout l'année où il a rencontré, en fait, dans sa classe, il y a une nouvelle et la nouvelle est sourde. Non, je me demande si, du coup, au Japon, il y a la même culture sourde qu'il y a en France, puisque en France, maintenant, on peut opérer et mettre, du coup, je sais pas trop comment ça fonctionne, je veux pas trop m'avancer. Ils ont un appareil. Ouais, un appareil qui... Et c'est pas des sons, c'est des vibrations qui deviennent des sons et qui rendent du coup les sourds... Enfin, qui accèdent pas à l'ouïe, mais qui pour comprendre les sons. Et il y a beaucoup de... La communauté sourde, en fait, défend leur culture sourde, justement, leur langage des signes, le LSF...
Et voilà, il y a toute une culture sourde qui est vraiment défendue en France. Et est-ce que c'est le cas aussi en Japon ou est-ce que c'est pour ça qu'elle est moins marquée? Alors, moi, après, je peux te donner juste que ce que j'ai vu du film, parce que je sais pas après comment c'est vécu là-bas. En tout cas, dans le film, cette petite fille a un appareil, d'ailleurs, et les enfants vont passer leur temps à s'amuser à lui arracher et lui casser. Et ça va être aussi un sujet, en fait. Ça coûte une blinde, hein, il le Voilà, sait. non, mais c'est vrai. En plus, c'est qu'en fait, on découvre plus tard que ce n'est pas remboursé, que ça coûte une blinde à chaque fois à sa mère de lui racheter, et qu'il y en a pour des milliers quel enfer. de dollars, tout ça. Enfin, et que du coup, à un moment, ils vont demander même à la classe, voilà, qui fait ça, parce qu'en fait, ça coûte de l'argent et faut lui rembourser, quoi. Rends l'argent. C'est ça. Rends l'argent. Et donc, en fait, voilà, cette enfant, elle est vraiment malmenée par les autres. Alors, t'as les violences des plus des plus fortes, quoi, des plus faibles aux plus fortes, où tu as celles qui juste s'amusent à dire des choses dans son dos parce qu'elle n'entend pas, tu vois, donc qui vont faire des remarques, qui vont en soi-disant, voilà, parce qu'elle n'entend pas, c'est pas grave. Il y a ceux qui veulent pas non plus jouer son jeu, c'est-à-dire qu'en fait elle explique dès le départ, elle arrive, en fait, quand elle se présente, elle sort un carnet et elle écrit dessus, et en fait elle explique, voilà, je vais communiquer avec vous, en fait, avec ce carnet, donc si ça vous gêne pas, vous pouvez m'écrire en fait vos questions, tout ça dessus, et voilà, moi je vous réponds comme ça. Et il y a une élève, par exemple, que ça saoule, tu vois, qui carrément dit, tu vois, non mais en fait moi j'ai pas envie de m'embêter à lui parler avec son carnet. Pourquoi est-ce que elle s'embête pas plutôt à lire sur mes lèvres, c'est à elle de faire l'effort, c'est pas à moi de faire l'effort pour communiquer avec elle. Et donc tu vois qu'il y a quelques élèves quand même qui viennent, qui s'intéressent à elle, et puis voilà, tu vas avoir tout ce groupe qui se moque un peu d'elle, et donc tu as ce gamin, le héros, qui lui, tu sens, est plus entraîné en fait par le mouvement de groupe, parce qu'en fait tu comprends que déjà lui, un peu plus jeune, c'était de lui dont on se moquait, tu as un flashback où voilà, on a balancé ses affaires de classe, on s'est moqué de lui et tout, et qu'en fait il a fini par s'intégrer dans ce groupe, mais lui-même en devenant un bully, tu vois. Lui-même en étant... il a pris ce rôle qu'on lui avait attribué. C'est ça, on lui a fait du mal, du coup il fait du mal pour s'intégrer, et à ce moment-là, ça y est, tous ceux qui se moquaient de lui, ça devient ses copains. Et donc, cette fille va devenir sa victime. Et pareil, il va donc s'amuser à jeter son carnet dans la fontaine. Il va se moquer d'elle, lui arracher son appareil, lui casser à plusieurs reprises. Et tu vois cette petite fille qui est tellement douce, qui se laisse faire, en fait, qui dit rien, qui va jamais crier, qui va jamais... Et qui, en fait, essaie toujours de faire appel, on dirait, à la bonté, en fait, des autres. C'est-à-dire qu'elle va jamais les accuser, les attaquer. On dirait qu'elle essaye... Elle est trop gentille. Non, oui, en fait, elle est habituée, presque. C'est dur à voir, oui, parce qu'en fait, voilà, elle va toujours leur répondre avec de la gentillesse. Et je pense, en attendant que ça réveille en eux, tu vois, aussi de la gentillesse, alors que eux, ça les énerve encore plus. De voir cette fille qui se laisse faire, qui gueule même pas. Parce qu'en fait, comme lui l'avait harcelé, ça a fini quand même par lui retomber dessus. Et tous les élèves, en fait, l'avaient pointé du doigt en disant c'est lui qui la harcèle. Alors, comme si, en fait, personne ne l'a harcelé à part lui. Tu vois, donc tout le monde s'est dédouané en disant c'était lui, et du coup c'est devenu un paria. Il est devenu aussi le bouc émissaire. Voilà, et c'est vraiment devenu un paria, il avait plus d'amis, et tu comprends que c'est de là qu'après sont venues ses envies de suicide, parce qu'il s'est vraiment retrouvé tout seul. Et donc il y a aussi des effets graphiques dans le film que je trouve super intéressants. Par exemple, en fait le personnage d'Ishida, en fait donc il passe par une phase un peu dépressive. Et à ce moment-là, c'est représenté en fait par des X sur les visages des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas à communiquer avec les gens, il n'arrive plus à les regarder en face. Et donc, tu as une espèce de X dessiné à la main, un peu tremblant, qui vient vraiment cacher le visage des personnages. Et il n'y a que ses amis proches, en fait, qui n'ont pas le visage masqué. Et c'est que vers la fin du film, quand enfin, grâce à tous les événements et tout ce qu'il a réussi à traverser, qu'il sort de sa dépression, que là, on a tous les X qui tombent. Et enfin, ça y est, on comprend qu'il s'ouvre au monde. Il est libéré de sa pression. Voilà, sociale, et que tout d'un coup, ça y est, il arrive à connecter au monde, connecter aux gens. Et j'ai trouvé que c'était un effet vraiment très intéressant. Ouais.
Et en fait, ça va vraiment prendre le temps d'analyser ce lien qu'il y a entre la victime et son bourreau, et qu'en fait, le bourreau peut devenir la victime, et qu'en fait, c'est un cercle vicieux qui mène à tout ça. Donc, c'est super intéressant parce qu'au début, tu te dis, mais c'est étonnant de prendre comme personnage principal celui qui est le bourreau. Moi, au début, je pensais que ça allait parler d'elle, que ça serait elle le personnage principal. Et en fait, c'est parce que tu vois, voilà, comment il était d'abord une victime, ensuite un bourreau, ensuite de nouveau il va essayer. Tu comprends plus son point de vue. Et en fait, j'ai trouvé ça très très réaliste. Ce personnage ne va pas juste, au moment où il le comprend, ne va pas juste continuer sa vie comme si de rien n'était et pas s'excuser. Il va passer sa vie en fait à s'excuser, à essayer de tout rattraper. Et il va essayer aussi d'aider d'autres personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait de nouveaux amis, dont Tomohiro, qui lui en plus est c'est un personnage assez petit de taille, plutôt gros, en surpoids. Donc en fait aussi tu as des personnages très très différents qui viennent tous de familles, de niveaux, de classes vraiment complètement différents. Ce qui est hyper intéressant, c'est que lui par exemple, il vit avec sa sœur qui a eu un enfant avec un... Alors, c'est pas très très clair dans le manga, donc j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que c'est un personnage noir, mais il a un nom latino. Donc je sais pas s'ils ont voulu représenter une personne noire ou latino, mais bref, dans tous les cas, pour les Japonais, en fait, c'est encore jusqu'à aujourd'hui très très mal vu. L'étranger, tu vois, même juste... la personne qui n'est pas japonaise, et elle en fait elle a un enfant métis, donc et tout ça en fait c'est intégré dans son histoire. Dans les mangas c'est très rare, et je trouve ça super intéressant qu'elle décide de montrer aussi des personnages métis, des personnages qui ne sont pas japonais, des personnes qui ne sont pas minces, qui vont vraiment d'avoir un casting assez diversifié. Effectivement. Non, vraiment super intéressant, un regard vraiment différent. Même pour les mangas japonais, on dit souvent les japonais c'est pas pareil, ils parlent plus facilement d'homosexualité, de tout un tas de sujets qui sont encore tabous en France et tout, qu'on voit pas du tout peut-être dans les live action mais pas dans l'animation. Mais malgré ça, en fait, ils ont quand même eux aussi ils ont leur tabou, et je trouve que elle en sort encore de parler du handicap et tout aussi, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on parle rarement de handicap nous dans les films français, ou même où c'est en arrière-fond, mais c'est vrai que c'est pas largement représenté. Mais même tu disais effectivement le Japon a une plus grande liberté dans les relations amoureuses, même de représenter dans les représentations. On n'en est malheureusement pas encore là, nous. On se heurte encore à des où faut tout expliquer et tout. Il faut que ça soit utile à la représentation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et pas juste en fond. Si on traite c'est le sujet, c'est le sujet, on parle que de ça, et puis après on peut des fois facilement tomber dans des clichés. C'est ça. Je trouvais qu'elle apportait vraiment un regard neuf et tout dans l'animation, jeune. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire en fait sur ce film, c'est compliqué, il dure quand même 2 heures. C'est long pour un film d'animation. C'est quand même assez long, oui. Normalement c'est 1h30, un truc comme ça. Mais Donc il y a vraiment énormément de choses à dire là-dessus, donc c'est pour ça moi je vous conseille vraiment de le regarder. Je peux pas tout raconter, il y a vraiment trop de choses. Et du coup j'en profite pour aborder alors rien à voir, du coup c'est pas un... merci déjà. Oui, merci. Et du coup c'est super intéressant, parce que c'est vrai que la culture sourde est passionnante, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un livre jeunesse qui est sorti là en 2020, l'été dernier, qui s'appelle Balade pour une baleine chez Milan. Et c'est très bien fait, c'est sur la culture sourde. C'est une petite fille qui est sourde, et justement elle est entre deux parce que ses parents veulent la normaliser. Elle se retrouve dans un collège où les gens ne sont pas sourds, et du coup ils ne la comprennent pas, et il y a une grosse fracture entre elle et ses camarades et ses amis sourds qui sont dans des lycées pour sourds, et du coup avec qui du coup elle ne peut pas échanger en langage des signes aussi rapidement qu'eux, parce que du coup elle est dans un collège où elle doit lire sur les lèvres et s'adapter. Et du coup et c'est très bien fait, c'est hyper chouette. C'est rare qu'il y ait des... le handicap est souvent abordé plus en littérature jeunesse, et il est bien fait, et c'est sur une histoire vraie avec une baleine qui chante sur un autre
son que les autres et qui du coup est mise de côté. Oui, Elle existe vraiment, cette baleine. Oui, j'allais dire, j'en ai entendu parler, ça me dit quelque Voilà, chose. et du coup, cette petite va chercher à la c'est retrouver, mignon. puisque elle non plus n'est pas sur la même fréquence. Enfin, voilà, du coup, ça a fait écho, c'est je me suis chouette. dit que voilà, c'était pas mal de parler de ce bouquin aussi. Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai, c'est Super. dans le thème. Super chouette. Bon, vous voulez ajouter quelque chose en plus ou bon. Juste que je pense qu'il faudrait en fait se bouger un peu le cul tout seul pour faire des recherches sur des réalisatrices, Ouais. découvrir en fait de nouvelles choses. Effectivement, il y a d'autres films dont on n'a pas parlé. Il y a Parvana aussi, c'est réalisé par une femme, mais on peut pas parler Les Hirondelles de tout. Kaboul, on l'avait Aussi, déjà les dit. Hirondelles de Kaboul, évidemment. Et puis voilà, si vous avez des films que vous aimez, des réalisatrices, voilà, on est à votre écoute et on sera heureux Si vous de avez des découvrir. recommandations. Ouais, pour les recommandations. Et ben Donc, voilà. n'hésitez pas sur YouTube, on est actif sur Facebook, sur Instagram aussi, on répond plus rapidement. Voilà. Et voilà, c'est toujours un plaisir, donc n'hésitez pas à venir nous parler. Ah, le message, il est passé. Bon, super. Et ben c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Et puis merci à vous deux. Merci à toi. Merci Antoine. Merci à Ramzy pour les génériques de l'émission. Et puis on vous dit à plus, à la prochaine. Salut. Bisous. Bisous.